Alors effectivement, comme tu nous l'as dit, Bernadette, de nombreuses crises, conflits, catastrophes émaillent la vie de notre planète, avec la nécessité de protéger les personnes les plus vulnérables. Quels sont les risques pesant plus spécifiquement sur les personnes en situation de handicap? Comment ces risques sont-ils pris en compte à l'échelle internationale? Pour répondre à toutes ces questions, donc j'appelle à la table ronde Diana Ceausescu, directrice générale de la Federation of Non-Governmental Organizations for Social Services, excusez-moi pour mon anglais, et Marion Steph, responsable de la coopération internationale au sein du Forum européen des personnes handicapées. On peut les applaudir. Voilà. Alors, merci d'être avec nous. Je vous ai volontairement mis un peu, parce que c'est assez petit, comme ça on a un peu plus de place pour se voir. Donc, merci d'être avec nous. Et on va tout de suite commencer avec Diana, une première question. Quels sont les principaux risques donc, qui pèsent sur les personnes en situation de handicap en temps de crise? Alors, je pense que vous devez allumer le micro et tapoter pour savoir si ça marche. Et ça marche. Ça marche. Bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci Marion, merci Antoine. Chers collègues, chers amis, je suis vraiment très intéressée et très honorée d'être ici avec vous aujourd'hui. Vous allez être, j'espère, indulgent avec mon français parce que ce n'est pas ma langue native. Pour l'instant, il est parfait. Hein. Okay. Je viens de Roumanie, de Bucarest. Je suis la directrice d'une grande fédération des organisations non gouvernementales pour les services sociaux. Dans notre fédération, il y a beaucoup d'associations et des fondations gérées par des personnes en situation de handicap, mais aussi pour des services sociaux destinés aux personnes en situation de handicap. J'ai travaillé pas mal d'années avec Handicap International, donc je salue les collègues qui viennent de cette organisation. Et je pense que le sujet est vraiment très urgent et très important aujourd'hui. Donc je profite pour vous féliciter pour trouver que votre attention donnée au sujet vient dans un moment vraiment important. La Roumanie se trouve en proximité d'Ukraine. On a la guerre vraiment aux portes de notre pays parce que chaque jour, on a des drones et des avions qui montent pour détruire les drones russes qui arrivent sur notre territoire aussi, je dois vous dire, en Roumanie. Et donc, nous étions confrontés les 4 dernières années avec des vagues de réfugiés qui étaient absolument impressionnantes. 7 millions de personnes ont traversé la Roumanie. 170 000 personnes sont restées en Roumanie pour pas mal de temps. Et notre fédération a géré le plus grand complexe de services intégrés pour les réfugiés ukrainiens d'Europe de l'Est qui se trouvait à Iași, ça s'appelle Centre Nicolina. Il a été reconnu comme centre de bonne pratique à Bruxelles. Et donc, on a pu voir avec nos propres yeux l'importance de préparer bien l'arrivée des personnes en situation de handicap dans un contexte de guerre. Mais la Roumanie n'est pas seulement confrontée à la guerre. On est un pays avec un risque de tremblement de terre très important. Et donc, on se prépare pour ça. On a des inondations fréquentes. Toutes ces choses-là nous ont menés à identifier comme risque quelques points sur lesquels les personnes en situation de handicap deviennent vraiment très vulnérables. Il s'agit d'abord de leur localisation. On ne sait pas où elles se trouvent dans le moment le plus critique du risque respectif. On a des assistants sociaux, on a des travailleurs sociaux qui essayent maintenant de cartographier le plus vite possible la présence des personnes, les personnes âgées, des personnes dépendantes, des personnes avec des maladies chroniques qui sont en besoin d'une médication quotidienne et des personnes en situation de handicap
sur le territoire roumain pour pouvoir intervenir rapidement en cas de crise. Le deuxième risque qu'on a identifié en Roumanie, c'est le problème d'évacuation. Vous pouvez sans problème vous imaginer la difficulté d'évacuer les personnes en situation de handicap dans des situations de crise imminentes, sur les désastres naturels par exemple. Récemment, on a eu des inondations en Roumanie, en Galați, en est de Roumanie. Les seules personnes qui sont décédées sont des personnes en situation de handicap parce qu'ils n'ont pas pu être évacués malheureusement. Et encore deux risques rapidement. On n'est pas encore préparé, je pense, à assurer l'assistance humanitaire correcte, immédiate dans des situations de crise pour toutes les personnes en situation de handicap. Et on va expliquer plus tard. Oui. Et aussi, la protection sociale est découplée de l'assistance humanitaire. Ça aussi est un problème parce que les personnes ont besoin pas seulement d'être en vie, mais elles ont besoin d'être bien accompagnées, surtout quand leur déficience ou leurs conditions de vie nécessitent un support, un assistant personnel, une médication quotidienne, etc. Oui. Donc, pour le moment, ce sont ces 4 risques qu'on a pu identifier, sur lesquels on a des plans. Mais ça, D'accord. plus tard. Et ça, on va le voir effectivement plus tard. Marion, Steph, peut-être pour compléter cette première réponse sur les risques qui pèsent sur les personnes en situation de handicap en temps de crise, j'imagine que la situation roumaine n'est pas si spécifique que ça, même s'il y a des problématiques peut-être propres au pays. Est-ce que si on raisonne à une échelle plus globale, vous identifiez d'autres risques ou est-ce que ça vient converger avec les risques que vous avez vous aussi identifiés? Alors tout d'abord, merci Antoine et puis le CFHE, Farbot, Bernadette, etc. Puis Diane, merci. Je suis très très heureuse d'être là. Je suis en train de perdre ma voix, alors je vais faire le possible. Heureusement, il y a des micros, c'est pour ça. Heureusement qu'il y a des micros. C'est ça. Donc moi, je travaille au Forum européen des personnes handicapées. C'est une organisation de personnes handicapées qui est située en Belgique. Notre secrétariat est à Bruxelles. Et donc, on travaille au niveau de la coopération internationale, mais aussi de l'action humanitaire. Et c'est vrai qu'en général, on le sait, les personnes handicapées sont exposées à des risques qui sont démultipliés, mais aussi des risques qui sont souvent invisibles. Et en gros, je dirais qu'on a vu qu'il y a à peu près 4 sortes de risques, si vous voulez. D'abord, il y a les accès à la formation, les alertes d'urgence, les consignes d'évacuation, les messages sanitaires qui ne sont pas toujours accessibles. Alors la langue peut être complexe, il n'y a pas toujours des formats alternatifs, etc., ou sonores ou visuels. Et si vous vous rappelez, peut-être si vous avez fait attention, pendant la crise du Covid, quand il y avait des conférences de presse un peu partout dans le monde, il n'y avait pas toujours des interprètes pour la langue des signes, par exemple. Ou quand il y a eu des tremblements de terre en Haïti, souvent les consignes étaient à la radio, qui n'est pas toujours accessible à tout le monde. Après, il y a les risques physiques et vitaux. Diane, elle l'a mentionné, c'est la difficulté à évacuer, les interruptions de soins, la rupture d'accès aux médicaments, les aides techniques et l'assistance humaine. Alors, ça a des conséquences graves et des conséquences immédiates, forcément. Donc, en fait, l'an dernier, vous l'aviez vu peut-être aux nouvelles, il y avait les feux en Californie, des gros feux. C'était très violent. Et il y a 25 personnes qui sont décédées. Et si vous regardez la liste des personnes qui sont décédées, c'était des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc, c'est vraiment c'est assez effroyable. Et en fait, le troisième risque, c'est ce qu'on appelle un peu les risques institutionnels. Alors, il y a des dispositifs standards qui prennent le pas, mais les besoins spécifiques, ils sont souvent considérés comme secondaires.
et ça peut conduire à l'exclusion. Alors parfois c'est involontaire, mais c'est quand même bien réel. Et je pense notamment, par exemple, dans les camps de réfugiés, on voit, il y a des latrines. En fait, des latrines, c'est des toilettes, par exemple. Souvent, les toilettes ne vont pas être accessibles ou la distribution alimentaire ne va pas rejoindre les personnes isolées dans les petits villages, etc., par exemple. Et le dernier, les derniers risques, c'est des risques sociaux et humains. Tout simplement, je dis tout simplement, mais c'est l'isolement, la perte de soutien communautaire, l'exposition accrue à la violence, à l'abandon, à la pauvreté, et puis notamment dans les déplacements forcés. Alors, tout ça, c'est pas forcément des risques nouveaux, mais dans les crises, ces risques-là, ils sont beaucoup plus visibles, et puis c'est beaucoup plus brutal, si vous voulez. Voilà. Très bien, merci pour ce premier panorama sur ces fameux risques. Alors justement, j'imagine que ces risques, puisque les conflits ne datent pas d'hier et les catastrophes non plus ne datent pas d'hier, il y a eu des débuts de réponses internationales qui ont été proposées, parce que je crois que la Convention des Nations Unies de 2006 déjà en parle. Mais c'est quoi les grandes réponses, les grandes premières orientations en termes de réponses pour faire face à tous ces risques? Marion. Je Oui. commence, ok. D'accord. Alors en fait, c'est vrai qu'il y a un cadre juridique très clair avec la Convention sur le droit des personnes handicapées que, par exemple, l'Union européenne a ratifié, ou aussi bien la France, l'Ukraine, la Roumanie, etc. Et en fait, nous, à l'EDF, ou en français le Forum européen des personnes handicapées, on travaille beaucoup avec l'Union européenne. Et en fait, on essaye d'influencer l'Union européenne à avancer dans ces pratiques sur le terrain. Alors, ce qui est important de garder en tête, c'est que les organisations de personnes handicapées, comme le CFHE, comme EDF, etc., ils jouent vraiment un rôle clé. Par exemple, elles savent où sont les personnes handicapées. Je crois que c'est important de faire une pause là-dessus, parce que souvent les grosses ONG arrivent mais ne savent pas trop où ils essayent avec leurs contacts. Mais nous, on sait. Et souvent on communique, et aussi ces personnes et leurs familles peuvent dire exactement les besoins qu'elles ont pour pouvoir être soutenues dans une situation de crise. Et alors j'aimerais juste parler un petit peu de notre programme en Ukraine, si c'est possible, parce qu'en fait on a travaillé à 3 niveaux. Le premier niveau, c'était directement avec nos partenaires, qui sont des organisations de personnes handicapées en Ukraine. Et là, c'était vraiment le niveau soutenir tout de suite. Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est des médicaments, des matelas, des chaises roulantes. Il y avait aussi les évacuations en Lettonie, Roumanie, Lituanie, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Et des messages d'urgence, ou l'UNICEF qui nous contactait. Il n'y a plus de médicaments pour l'épilepsie, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut trouver ça? Le deuxième niveau que nous, on essaye qu'on joue, c'est d'essayer d'influencer les organisations des Nations Unies à prendre en compte les personnes en situation de handicap. Parce que souvent, malheureusement, c'est pas dans le design de leur système de secours. Les personnes qui sont à risque de vulnérabilité, pas seulement les personnes en situation de handicap, mais aussi les personnes âgées, etc., sont oubliées, ou c'est pas adapté. Voilà. Donc, c'est vraiment essayer d'influencer ces organisations humanitaires, mais aussi les gouvernements, et aussi les agences de l'Union des Nations Unies. Et le troisième niveau, c'est la reconstruction. La reconstruction de l'Ukraine, elle se passe déjà. Ça fait des années que les pays investissent pour rendre l'Ukraine
pour qu'il y ait un après-guerre, si vous voulez. Et pour nous, c'est très important d'être dans cette dimension-là, parce qu'on veut que l'Ukraine devienne inclusive. On le voit par exemple en Pologne, quand après la guerre, le métro a été construit. Le métro est très accessible en Pologne par rapport à Paris. C'est pas très difficile, hein, mais... Je m'excuse, mais c'est vrai que j'ai pris le métro hier, je me dis, c'est incroyable. Voilà. Alors, nous, notre programme, on l'avait lancé en 2022 et on a quand même on a touché, on a participé, on a travaillé avec plus de 70 000 personnes en situation de handicap et leurs familles. Donc, c'est un beau programme. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est que les personnes handicapées ne devraient pas être juste les bénéficiaires, mais aussi des acteurs de la solution. Et ça, c'est notre message. Très bien. Diana, peut-être rebondir justement sur ces réponses. On le voit, hein, il y a beaucoup d'initiatives. D'ailleurs, quand on avait préparé la table ronde, vous m'aviez déjà donné voilà, même des exercices qui étaient menés avec l'exercice séisme 25 et peut-être même montrer que certains pays, notamment Lituanie, Pologne, c'est ça, sont à l'avant-garde en fait de beaucoup de choses. C'est quoi est-ce que vous rejoignez un petit peu les constats de Marion pour l'Ukraine et peut-être l'élargir à d'autres pays? Est-ce que ces réponses existent aussi dans d'autres pays? Tout à fait. Même en dehors de l'Est, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je confirme. Et je crois que l'Europe de l'Est est beaucoup en avance, je pense. Parce que on est un pays exposé, on est des pays exposés au risque en permanence. Et les gens ont commencé à réagir et à préparer la réponse d'une manière très structurée. D'abord, je dirais en plus le fait que la Convention des Nations Unies, étant ratifiée par nos pays européens, impose aux États une préparation, une réaction obligatoire. Ce n'est pas optionnel. Il faut réagir, il faut préparer. L'article 11 est très clair. Et donc, par rapport à cette obligation, je pense, les gouvernements en Europe ont commencé à se mettre en route pour avoir une réponse plus systématique. Qu'est-ce que ça veut dire, systématique en effet? Parce que ça, c'est une discussion à porter, à mon avis. D'abord, c'est clair que toutes ces réponses doivent unir deux mondes. C'est le monde d'urgence, les urgentistes, et le monde de la protection sociale, de la réaction du support à l'inclusion. Et en plus, il faut incorporer dans ce monde-là, dans ces deux mondes qui s'approchent, la participation réelle des personnes en situation de handicap. Facile à dire, difficile à faire. Parce que quand ces deux mondes viennent à côté l'un de l'autre, on voit que leur langage est complètement différent. Les responsables de protection civile ne comprennent rien de ce que c'est service de support, les besoins des personnes en situation de handicap, déficience intellectuelle. Est-ce que je peux parler avec ces personnes? Est-ce que je dois vraiment, est-ce que je peux questionner ou demander à ces personnes à donner leurs avis? Ce sont des choses complètement inconnues pour ce monde-là. Donc, approcher ces deux mondes est devenu dans nos pays une direction stratégique qui a été incluse dans les stratégies nationales pour les droits des personnes handicapées. Ça, c'est un premier niveau de réaction par rapport à l'article 11. Refaire les stratégies pour incorporer le domaine d'urgence et les situations de risque. Deuxièmement, comme Marion l'a souligné très bien, la participation des personnes en situation de handicap doit être tout au long du processus, du moment où toutes ces choses se dessinent sur le papier, dans les stratégies, jusqu'au moment où on fait des répétitions concrètes. Et vous avez mentionné très bien, en Roumanie, par exemple, l'année passée, en vue et en lumière de cette stratégie nationale, le gouvernement roumain a organisé un énorme exercice du 21 jusqu'au 25 juin l'année passée,
un exercice visant la préparation de la population nationale pour le séisme, pour un grand séisme, mais aussi pour un accident nucléaire. Il y avait 2 exercices internationaux, Séisme 25 et Convex 3, organisés avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique et l'Agence d'énergie nucléaire. Ces 2 exercices ont été des exercices internationaux. Pologne a participé, Ukraine a participé, Moldavie, tous les pays d'autour, la Roumanie a géré l'ensemble. Des choses super intéressantes ont apparu dans cette histoire. On a vu comment on hésite à organiser les camps d'évacuation. Quels sont les principes à respecter? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas bien? On a observé la manque de formation des agences de protection civile, mais aussi des paramédicaux, des agences d'ambulance, etc., qui doivent être mieux préparées. Et on a mis en route des systèmes d'information et de conseils pour les personnes en situation de handicap, inclus dans les systèmes nationaux, donc des systèmes qui sont inclusifs. On a en Roumanie un qui s'appelle Sois préparé. Préparé. C'est une grande site internet avec tout ce qu'il faut faire dans des situations de crise. On a aussi des centres de formation maintenant qui sont inclusifs. Nous-mêmes, à FONS, nous organisons à IAH le plus grand centre de formation pour la société civile pour les situations de crise. Et on invite beaucoup des personnes et des organisations des personnes en situation de handicap de faire partie de ces formations-là. Et je dirais aussi que le résultat a été qu'en quelques années, il y a au moins une prise de conscience que ces 2 mondes de l'humanitaire et de la protection sociale doivent se rapprocher. Et il y a beaucoup, beaucoup de formations et de collaborations très concrètes entre le ministère des Affaires intérieures, les départements des situations d'urgence et la société civile. On a créé un protocole, un mémorandum de coopération au niveau national et on organise à partir de 2023 des actions de formation et de préparation ensemble, tout le temps. Et ça, c'était un résultat de cette prise de conscience sur l'article 11. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. On va rester avec vous, Diana, pour évaluer peut-être les progrès à accomplir, comment on peut aller encore plus loin. Moi, il y avait une question que je voulais vous poser, puisque vous parlez de 2 mondes qui commencent à se rencontrer. En fait, est-ce que en se rencontrant, ces 2 mondes ont évolué et comment ils ont évolué? Voilà, moi, je trouve que c'est assez intéressant de comprendre comment l'urgence peut-être a fait un pas de côté et l'action sociale a peut-être fait un pas de côté. Qu'est-ce que ça donne en fait? Comment les 2 organisations se transforment en fait l'une avec l'autre peut-être? C'est une question vraiment intéressante parce qu'en partant des choses vraiment très concrètes, par exemple, comment est-ce qu'on accompagne les animaux, les chiens guides, dans les camps d'évacuation? Comment est-ce qu'on fait que les tentes qui ont des ficelles, je sais pas si c'est le terme correct, ficelles, Oui, des ficelles, cordes ou des ficelles, oui. Ouais. sur les allées de passage vont vraiment représenter une difficulté pour les personnes en fauteuil roulant dans les camps. Ouais. Des choses super concrètes deviennent ensuite, petit à petit, des éléments de réflexion dans le design de ces mesures de support. Et petit à petit, ce qu'on a observé, au moins en Roumanie, c'est que il faut conceptualiser une chose nouvelle qui s'appelle en notre langage urgence sociale. Les urgentistes, en général, sont confrontés à sauver les vies. Et pour eux, les urgences consistent à assurer une priorité de sauvegarde de vie essentielle et de mise à l'abri des gens qui sont en danger. Or, dans les situations de crise, ce qu'on voit, c'est que très souvent, il y a des personnes vulnérables, personnes âgées, personnes avec des maladies chroniques, des personnes avec des conditions de santé mentale, etc., qui, en plus, par rapport au risque de vie,
ont besoin des services de support, des services sociaux ou sociomédicaux. Pour nous, ça, c'est une urgence sociale. Et donc, ce qu'on a réussi à faire, nous, par rapport à cette réflexion, c'est que on a introduit ce concept d'urgence sociale dans la loi d'assistance sociale en Roumanie. En l'introduisant là-bas, bien sûr, maintenant, on est censé de créer des procédures et de structures de collaboration interdisciplinaires. Et ça, c'est une mesure possible dans ces contraintes d'unir les deux mondes. Ensuite, je pense que la communauté locale doit aussi s'investir beaucoup. Les maires, les prêtres, les médecins de famille, les bénévoles, les petites communautés, tous ensemble, je pense qu'ils doivent être formés, entraînés à gérer des situations de crise d'une manière complémentaire et avec une collaboration éteinte entre structures. Et ça, c'est possible déjà. Très bien. Marion, peut-être sur les progrès à accomplir, effectivement, il y a cet enjeu voilà, de culture partagée entre l'urgence, l'action sociale. Il y a l'enjeu de la proximité, hein, vous l'avez dit en début de table ronde, pouvoir identifier en fait les personnes qui nécessitent d'être vite accompagnées dans les situations de crise. Est-ce que sur les progrès à accomplir, il y a des choses que vous identifiez aussi au-delà de cet enjeu effectivement de proximité et d'urgence et d'accompagnement social? Nous, en fait, on travaille de plus en plus, en raison de toutes ces crises et conflits, etc., sur l'anticipation et la préparation, ce qu'on appelle en anglais preparedness. Et je ne sais pas si vous avez vu l'an dernier, en 2025, l'Union européenne a publié son premier guide sur la préparation dans des crises humanitaires. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une action numéro 33 qui est précisément sur le handicap. Donc, l'Union européenne s'engage à préparer un guide pour l'inclusion des personnes handicapées pendant les crises, mais aussi, il s'engage à une formation pour les urgentistes. Et pour nous, c'était un gros succès de voir, c'était un progrès de voir que, waouh, dans une stratégie de l'Union européenne, ça y est, les personnes handicapées sont déjà incluses tout de suite. Parce que des fois, c'est souvent pas toujours le cas. Il faut qu'on se batte, qu'on fasse beaucoup de plaidoyer. Et là, donc nous, on voit beaucoup de progrès avec ce qu'on appelle le département général sur l'action humanitaire à l'Union européenne, qui s'appelle en fait ECHO. On voit du progrès. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ECHO a voulu travailler avec nous pour le développement de ces guides et cette formation, avec nous et avec la Banque mondiale. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est qu'ils voulaient une évaluation de la situation en Europe. Donc, on vient de faire une grosse recherche et on a fait une évaluation. On a regardé à peu près 700 documents, un peu plus de 400 en profondeur. On a fait 2 sondages, un atelier de travail, etc., pour avoir une situation, un diagnostic de comment les personnes handicapées sont incluses dans des situations de crise dans leur pays. Et donc, on peut voir que ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. Et c'est vrai que les pays de l'Est sont beaucoup plus avancés. Par exemple, je pense par exemple à la Lituanie, qui ont des progrès énormes, ou aussi la Finlande, les pays du Nord, etc., qui sont quand même très avancés comparativement, on va dire, à la France, par exemple. Et comment on peut expliquer justement ce décalage? Parce que Diana nous a expliqué effectivement que dans certains pays à l'Est, la guerre est très proche et l'instabilité est assez, on va dire,
pas habituelle, mais en tout cas, il y a beaucoup plus cette culture du risque. Mm. Par contre, dans les pays effectivement nordiques, bon, c'est peut-être plus épargné par ce type d'instabilité. Est-ce que voilà, il y a une culture différente qui fait qu'on est plus avancé sur ces sujets-là, ou est-ce que voilà. Je sais pas, j'aurais pas une réponse très très précise. Quand même, les pays le pays du Nord sont quand même enfin, ils ont une frontière avec la Russie, donc tout ce qui est préparation, c'est quand même c'est quelque chose qui est très Donc ça rejoint cette question voilà. du risque, hein, ouais, tout à Et fait. c'est vrai que il y a quelques mois, j'étais à une conférence, il y avait le Danemark et les autorités du Danemark qui, je crois dans les années 60, avaient publié un document sur la préparation au risque. Et en fait, au niveau national, tout le monde avait ri en fait en disant bon, c'est quoi ce document, voilà. Et c'était pas très clair en fait. Souvent, on prend un peu acquis notre confort et notre liberté, etc. Et finalement, après, ils l'ont republié 20 ans plus tard, ils l'ont amélioré, etc. Et en fait, maintenant, les gens apprécient que le gouvernement soit vraiment préparé. Et par exemple, c'est vrai que la Lituanie, comme la Roumanie, font des exercices de pratique pour des urgences. Et depuis, alors il y a 2, 3 ans, il n'y avait pas les organisations de personnes handicapées. Maintenant, elles sont là. Elles font en sorte de s'assurer que des personnes handicapées viennent et participent aux exercices d'évacuation. Et donc, chaque année, bah, comment on dit en français? Ils improuvent, non, ils améliorent. Ils améliorent leur pratique d'inclusion pendant les urgences. Alors, je n'ai pas vraiment une réponse très, très précise. Mais l'autre chose que je voulais juste aussi dire, c'est que donc l'action 33, il va y avoir ce guide et donc il va y avoir aussi une formation pour les urgentistes. Et donc le Forum européen a été invité à participer, à s'assurer que ça va être vraiment un guide, une formation qui soit vraiment inclusive. Alors après la formation, on ne sait pas trop ce qui se passe après. Est-ce que il a une formation, il faut la disséminer, faut qu'elle soit, faut du suivi, etc. Et le dernier point que je voulais faire au niveau progrès, c'est que nous, le forum n'est pas une organisation à la base humanitaire. On fait du plaidoyer, surtout sur différents sujets, le transport, l'éducation, la santé, etc. Mais en fait, ECHO a réalisé que c'est quand même vraiment important de nous inclure. Et même si on n'est pas un partenaire logique, comme par exemple Handicap International, ou logique mais aussi officiel, hein, parce que je crois qu'il y a quelqu'un de Humanity Inclusion ici qui est là, c'est des partenaires officiels de ECHO. On vient de recevoir du financement, 1 million d'euros, pour se préparer justement, de travailler sur la préparation avec des autres organisations de personnes handicapées en Lituanie, en Estonie et en Lettonie. Et ça, c'est nouveau pour nous. Avant, on ne recevait jamais de financement. Ça passait par les ONG qui étaient vues comme des spécialistes de l'action humanitaire. Donc, on commence à être inclus et pour ça, on est très heureux. Très bien, je vous remercie beaucoup. On a quelques minutes encore, donc voilà, si vous souhaitez poser quelques questions ou intervenir, je vois un doigt qui se lève. Vous m'entendez là, c'est bon? On vous entend très bien. Je voudrais d'abord vous remercier toutes les deux. C'était absolument passionnant. Je tiens à le souligner. Et parfaitement compréhensible. C'était très beau. Il y a une problématique, notamment qui croise l'humanitaire et les problématiques relevant des handicaps et des associations de personnes handicapées, qu'on n'arrive pas à faire émerger. Notamment au moment des bombardements, vous avez parlé des chiens guides. Les chiens guides, ils tombent sur des gens, derrière les coins de rue et derrière les maisons cassées, qui ne sont plus en état de décliner leur identité, qui n'ont donc plus d'identité, qu'on ne nomme plus, qui sont des bébés, des nourrissons, et des grands-pères et des grands-mères qui restent dans les décombres et que personne ne vient chercher. Ces gens
sont par milliers et ils n'ont pas d'identité. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse rejoindre le droit auquel ils pourraient prétendre d'avoir droit à des aides, etc., etc., et de se retrouver introduits dans des groupes plus larges qu'eux. Donc il y a des parts de population qui n'existent pas, parce que comme on ne les connaît pas et qu'ils n'ont pas de nom, des gens qui ne sont pas nommés n'existent pas. Et je voudrais vraiment faire ressortir cette affaire-là, parce qu'on a un mal fou à la faire émerger. On en parle souvent avec des associations humanitaires, on en parle souvent avec nos grandes organisations transnationales, etc. Et ça n'émerge pas. Je ne comprends pas pourquoi ce problème d'identité n'émerge pas. Très bien, merci pour cette intervention. Ça rejoint, Diana, ce que vous disiez avec cet enjeu justement d'identifier en fait les personnes en dehors des périodes de crise pour justement après faire le décompte des personnes qui sont là ou pas là. Est-ce qu'il y a d'autres... oui. Alors, dans l'analyse de ce qui se fait dans ces pays, qui est absolument extraordinaire, il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est le fait que selon les pays, les politiques de planification ne sont pas les mêmes. Elles sont vraiment assujetties à un contexte politique. Et moi, je suis présidente de Dyslexiques de France. Et en matière de dyslexie, même les pays du Nord ont des planifications à 30 ans en matière d'éducation, alors que dans des pays comme la France, on est on the spot. Et donc, dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, la prévention du risque, etc. Donc, il y a aussi une composante politique qui est à analyser et à mettre en avant dans nos plaidoyers. Voilà. Très bien. Madame. Bon, pour l'instant, je ne fais pas réagir mes intervenants, peut-être à la fin, parce que pour l'instant, ce n'est pas forcément des questions, mais je vous donnerai quand même le mot de la fin pour que vous puissiez réagir. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez mis le point sur quelque chose qui, pour moi, est essentiel, c'est la prévention. Et Conception l'a un petit peu évoqué avec comment justement on prépare les enfants aussi à des risques. Alors là, j'interviens au nom de Cap Droit. D'autres me connaissent parce que je suis un petit peu experte en autisme, on va dire ça comme ça. Et donc, les personnes, en tous les cas, porteuses de TSA, sont souvent des personnes oubliées. Parce qu'elles sont un peu invisibles et qu'en situation effectivement de crise, de tension, la peur va être supérieure ou décuplée, même si tout le monde a sa légitime peur, et qu'on va les perdre. Hein, on se souvient tristement des années, enfin on se souvient, on lit aujourd'hui des choses concernant la guerre et tous ces enfants qui étaient dans les forêts, dans les bois, parce que c'est le seul endroit où ils trouvaient refuge. Aujourd'hui, on a un peu ce souci-là quand même, de cette acculturation nécessaire au risque. Alors, comme je suis aussi avec une autre casquette, puisque je vis en face d'une centrale nucléaire dans la vallée du Rhône, la prévention du risque pour nous, et en ce moment, elle est accrue, puisqu'on sait qu'on peut à tout moment, avec des petits engins volants qui ressemblent à des moustiques, et ben non, mais personne n'y pense et personne n'en parle, mais aujourd'hui, entre Lyon et Marseille, on peut sauter à tout moment. Donc quand même, je voulais le rappeler, Monsieur Haroun Tazieff aussi l'avait déjà dit, pourquoi avons-nous concentré sur un si petit secteur autant de risques? C'est pas nouveau comme interrogation, et effectivement, aujourd'hui, on est quand même en proie directe à ces risques-là. Et je rappelle que quelques années, vous ne le savez pas parce que vous êtes éloigné de ce secteur, nous avons eu un tremblement de terre. Hein, moi, j'ai circulé dans mon appartement de 50 cm sur mon fauteuil. C'est un petit effet que je n'avais jamais vécu. Personne, ou quasiment personne, n'en a parlé. Hein, il y a une ville entière qui s'écroule encore aujourd'hui en Ardèche. Et effectivement, vous voyez, c'est pour ça que je trouve qu'on est un peu auto-centré, on oublie et qu'on est à proximité de ces risques-là, qu'ils soient industriels, qu'ils soient de guerre, qu'ils soient naturels, et que parfois on les cumule aux mêmes endroits. Donc, je répète quand même que là, aujourd'hui, on devrait faire un gros travail de sensibilisation avec toutes les organisations qui sont en légitimité de le faire, parce que nos systèmes, peut-être, en tous les cas d'énergie, sont quand même mis en danger, et que ces risques industriels vont accroître des risques naturels. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça, que
Voilà, on n'est pas tous parisiens. Tout à fait. Désolée, mais Non, non, mais mais tout à fait. voilà, c'est un petit clin d'œil sur le fait que il y a quand même un danger dont personne ou très peu de gens parlent. Alors heureusement, on a une centrale, voilà, Tricastine, hein, de retraitement voilà, de l'uranium. C'est la plus grosse, hein, Tricastin, pour ne pas la nommer, mais je la nomme quand même. Et heureusement qu'on fait de la prévention. Heureusement que nous, petits acteurs locaux, parce qu'on est concernés directement, donc on fait attention à ça, nous emmenons les jeunes, les écoles, nous faisons des partenariats pour que les publics, on va dire, plus vulnérables soient repérés. Parce que vous avez parlé de ce risque. Nous, on a des petites capsules dans nos pharmacies, hein. On nous donne des petites capsules de d'iode. Voilà. Donc, on est habitué, je dirais, un petit peu à vivre avec cette petite réserve. Mais voilà, c'est pas assez connu. Merci. Merci à vous. Oui, monsieur. Ouais. Oui, vous m'entendez là? Oui, d'accord. Oui, donc André Cuenca d'Unanime. Oui, je voulais juste, c'était plutôt un témoignage parce qu'en fait, j'étais au mois de décembre, il y avait les journées européennes pour les personnes handicapées. Donc ce sujet a été traité. Je ne sais pas si tu y étais, Marion. Oui, oui, tu y étais. Donc on a eu le témoignage d'un vétéran, alors vétéran d'Ukraine. Le vétéran, il avait 23 ans, hein, mais donc il avait perdu une partie de sa jambe, je crois, c'est ça. Et c'était très intéressant parce qu'il nous a montré comment justement, ils ont montré la résilience que pouvaient avoir les Ukrainiens vis-à-vis effectivement de cette guerre et comment ça avait amélioré la prise en compte justement des personnes handicapées parce que bien sûr la guerre a créé encore plus de personnes handicapées, donc c'était quand même un sujet extrêmement intéressant à écouter. Il était vraiment passionnant, ce jeune, il avait 23 ans, mais vraiment très passionnant, et il nous a fait prendre conscience effectivement qu'on a raison. Je pense que dans nos pays de l'Europe de l'Ouest, on est encore loin de comprendre ça. Et en plus, le deuxième témoignage, enfin la deuxième question que je me posais, c'est qu'aujourd'hui en France, des phénomènes extrêmes, on en a de plus en plus. On a eu les incendies dans le sud de la France, on a eu les inondations qui ont duré pendant des semaines et des semaines. Et effectivement, avec tous les problèmes qu'on a pu avoir d'évacuation, de protection, donc je pense que ces phénomènes, ils vont ne faire que s'accélérer dans les années à venir. Et je pense qu'effectivement, enfin en France et dans les pays qui sont concernés, il est urgent et même important de prendre en compte ces phénomènes, les plans d'urgence, et effectivement d'y associer les personnes en situation de handicap. Voilà. Et j'insiste aussi beaucoup, je suis d'accord avec vous, sur la formation des secouristes, parce qu'effectivement, ils sont un petit peu perdus par rapport aux gens, personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est important également. Pour conclure, ce qui ressort parmi toutes ces interventions, c'est quand même qu'il y a une certaine différence entre certains pays, et peut-être dans nos pays, je prends l'exemple de la France, mais sans doute dans d'autres pays de l'Union européenne, on n'a pas pris la mesure peut-être de tous ces risques, et du coup on attend peut-être que la catastrophe arrive avant de réagir. Il faudrait faire peut-être le contraire. Oui, ça c'est l'élément commun, mais je pense aussi qu'il y a une solution commune qui peut être vraiment mise en route rapidement. Comme je disais avant, ces deux mondes sont assez différents, et c'est pour cette raison que l'identification ou la localisation des personnes ou l'évacuation ou les problèmes liés aux enfants ou adolescents ou jeunes autistes ou personnes autistes ne sont pas pris en compte. Nous, on pense qu'il y a des solutions. Et la solution qu'on a, nous, testée en Roumanie et exercée, c'est de mettre à côté, dans des comités de coordination commune, vraiment opérationnels, des secouristes, des personnes responsables de la protection civile et des organisations de la société civile, avec des compétences qui sont vraiment complémentaires. Vous avez très raison en disant qu'après un séisme ou après une crise, on peut trouver des gens dans la rue, pas seulement après le séisme, mais rappelez-vous Covid. Pendant Covid, on avait en Roumanie au moins des personnes avec la maladie d'Alzheimer ou des problèmes de santé mentale dans les rues sans pouvoir être accompagnées parce que toutes les résidences étaient fermées, quarantinées.
leur famille n'existait plus, elles étaient des fois parties dans d'autres pays, etc. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces personnes-là? On n'avait pas d'identité, on n'avait pas leur recette ou médication à côté, on ne savait rien sur ces personnes-là. Et donc, tout ce qu'on a appris dans ces crises-là, chez nous, se résume à une solution qui est très simple. Dans ces comités de coordination, les compétences doivent être mises ensemble, à côté. Dans les derniers exercices, les organisations des personnes autistes, par exemple, de Roumanie, étaient à côté des secouristes qui organisaient l'exercice de préparation pour le séisme. On a fait des exercices dans les centres de thérapie pour les personnes autistes. On a compté les secondes nécessaires pour évacuer le bâtiment. On a fait des exercices sur la communication. On a regardé attentivement. On a compris comment les enfants réagissent, etc. Donc, toutes ces choses-là doivent être répétées, doivent être exercées. Et l'exercice, je pense, doit être organisé dès le début avec les personnes en situation de handicap à côté dans la planification. Ça, c'est un élément commun. Et je dois vous dire aussi qu'on a mesuré le nombre de personnes qui ne peuvent pas sortir d'elles-mêmes de leur maison dans une situation de crise. 46% en Roumanie ne peuvent pas s'évacuer toutes seules si une crise arrive. C'est énorme. C'est beaucoup. Quelques mots pour conclure effectivement cette table ronde. Alors, moi, je voulais juste dire qu'en fait, on ne doit pas attendre du gouvernement d'être secouru. En fait, il faut vraiment qu'on approche des organisations avec qui on n'a pas l'habitude forcément de parler. Alors, par exemple, je ne sais pas si vous êtes en contact avec les pompiers, les ambulanciers, etc. Et c'est très important d'engager un nouveau dialogue pour faire du plaidoyer, de les influencer. Je vois par exemple, il y a quelques jours, on avait un pompier de la Finlande qui est passionné d'inclusion et qui a créé une brigade avec un groupe de personnes avec une déficience intellectuelle. Et donc, ils reçoivent une formation, c'est des pompiers à part entière. Et en fait, au niveau de la communauté, ça apporte une certaine visibilité de montrer comment c'est l'inclusion. Donc, il faut vraiment s'engager à parler à des nouvelles personnes, des nouveaux acteurs avec qui on n'a pas l'habitude. Voilà, c'est ça que je dirais.